Bonjour, bienvenue à une nouvelle session des rencontres économiques Aix-en-Seine. Moi, je suis Leonardo Martinelli, je suis un journaliste italien de la Stampa. Je vais modérer cette session dont les titres sont des taux d'intérêt bas pour préserver une économie endettée. Donc, je passe tout de suite à présenter les intervenants de cette session et je les présente dans la succession après des interventions, justement. On a ici avec nous Catherine Luboszinski, économiste, professeure à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Elle représente dans cette session les cercles des économistes et c'est elle qui va donner les contextes du débat de cette session. Après, on va donner la parole à Lorenzo Bini-Smaghi, originaire de Florence, un détail qui n'est pas anodin pour un banquier. Bini-Smaghi est président de Société Générale, une des plus grandes banques européennes, depuis 2015. Et il a été membre du directoire de la Banque centrale européenne depuis 2005 jusqu'à 2011. Donc, surtout dans les dernières années, dans une période turbulente, surtout pour ce qui concerne les taux d'intérêt et justement l'endettement. Après, on aura Philippe Vidal qui est ici devant moi. Il est directeur général adjoint de la banque CIC. Il est entré dans ces groupes en 1993. CIC est une banque très enracinée dans les territoires en France, contrôlée par Crédit Mutuel. Après, il est encore ici devant moi, Kako Nubukpo, recteur de la faculté d'économie et management de l'université de Lomé au Togo. Il a été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo de 2013 au 2015. Et il étudie beaucoup, on a parlé aussi tout à l'heure, le fonctionnement du franc CFA et les passages à la future monnaie, l'éco. Connexion depuis l'Angleterre, plus tard, on aura Jagjit Chadha, économiste, directeur du National Institute of Economic and Social Research, un institut de recherche économique indépendant qui est le plus ancien au Royaume-Uni. Il a été aussi professeur d'économie à l'université de Kent et à celle de Cambridge. Et pour conclure, en connexion téléphonique, Olivier Klein, qui va boucler ses premiers tours de table. Monsieur Klein est depuis 2012 directeur général de la BRED, la plus importante banque commerciale du groupe BPCE, qui comprend la Banque Populaire, la Caisse d'épargne française. Voilà, on commence notre débat et je donne la parole à Catherine Luboszinski. Merci, bonjour à tous. Donc des taux d'intérêt effectivement très bas. Dans un graphique qui avait été présenté par Aldan en 2015, on pouvait voir que les taux d'intérêt n'avaient jamais été aussi bas depuis 5000 ans. Donc là, avec un vrai recul historique. Alors sur une période plus récente, aucun doute que les taux nominaux sont à un niveau exceptionnellement bas, puisqu'ils sont même négatifs. Aussi bien les taux courts, puisqu'on voit bien le taux de facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne est à moins 0,5, que les taux longs. Hein, le taux des emprunts d'État français à 10 ans hier ressortait à moins 0,13%. En gros, on a à l'heure actuelle plus de 11 trillions de dollars de dettes publiques et privées qui offrent un rendement négatif, du jamais vu, l'essentiel, il faut savoir que l'essentiel de ces taux négatifs est réparti entre l'Europe et le Japon. Hein, les États-Unis n'en ont pas tant que ça. Alors le constat sur la faiblesse des taux est un peu moins clair quand on s'intéresse aux taux d'intérêt réels. Taux nominaux moins inflation. Il y a déjà eu des périodes où les taux d'intérêt réels ont été négatifs, en particulier à la fin des années 70, début 80, alors que les taux d'intervention des banques centrales étaient très élevés. N'oubliez pas, la Fed, son taux d'intervention à l'époque, c'est monté jusqu'à 19%. On a tendance à oublier, Banque de France, 16%. Ça, c'est pour les jeunes qui ne s'en souviendraient pas. Chacun sait qu'on a eu beaucoup d'inflation
la suite des deux chocs pétroliers et durant cette période, donc on avait des taux d'intérêt réels très faibles, voire négatifs. Ensuite, on a une décrue des taux d'intérêt réels qui ont été jusqu'à 4%, hein, quand même, ils ont été élevés. On a une décrue et ils n'ont cessé de baisser en lien, on pourrait dire, avec la baisse du taux de croissance potentiel des économies occidentales. Hein, c'est 1,25% en France, je crois, les dernières estimations. Pourquoi ? Parce qu'on a des faibles gains de productivité des facteurs, on a une faible croissance du stock de capital et du stock de main-d'œuvre avec un vieillissement de la population. Alors, depuis le début des années 2000, la détermination du niveau des taux longs, nominaux, répond à une nouvelle dynamique. Les taux courts sont toujours fonction des taux d'intervention des banques centrales, mais les taux longs qui dépendaient essentiellement des taux courts futurs anticipés, des primes de risque, termes, liquidité, défaut, dépendent maintenant principalement d'effets quantitatifs. Et ces effets quantitatifs sont apparus avec les grands déséquilibres des balances des paiements courants au tournant du millénaire. Et malgré une remontée des taux par la Fed en 2004, les taux longs, à l'époque, n'avaient pas bougé, ce qui avait conduit Greenspan à dire et on est face à un long-term interest rate conundrum, hein, une énigme sur le comportement des taux longs. À partir de la crise financière 2007-2008, on a les politiques monétaires non conventionnelles avec des achats massifs de titres de dette publique. Et donc, là encore, on a les effets quantitatifs qui vont être primordiaux pour expliquer le niveau des taux longs. On a un aplatissement de la courbe des taux et les États, voire certaines entreprises, empruntent à taux négatifs. Alors, ce niveau très faible, évidemment, des taux d'intérêt devrait perdurer, surtout que les prévisions à relativement court et moyen terme n'indiquent pas de reprise de l'inflation. Donc a priori, c'est une bonne nouvelle, enfin du moins pour ceux qui sont endettés. Et qui est-ce qui est le plus endetté comme agent économique ? C'est évidemment l'État. Alors, la crise de 2007 avait coûté en moyenne 20 points de plus pour le ratio dette sur PIB. La crise Covid va avoir à peu près les mêmes conséquences, hein, en moyenne, évidemment, 20 points de plus. Et donc, la grande inquiétude qui en découle concerne la soutenabilité des dettes publiques. Alors, au Japon, ce ratio s'élève à 240% du PIB, donc on pourrait a priori se dire pas de quoi s'inquiéter avec 100, 120, 130, 150, mais n'oublions pas que la crise des dettes souveraines s'est déclenchée en 2010, 11, voilà, avec une dette grecque qui était à 110, 120% du PIB, donc des zones que nous allons atteindre maintenant. Donc le problème de soutenabilité n'est pas un problème, enfin, ne peut pas être compris quand on regarde juste ce ratio, qui est un ratio finalement en flux sur stock. Bon. Il y a 3 points cruciaux pour évaluer cette soutenabilité des dettes publiques. Vous avez la dynamique de la dette, le service de la dette et le poids des investisseurs non résidents, c'est-à-dire la structure des investisseurs. Alors, la dynamique de la dette dépend essentiellement de l'écart entre taux de croissance et taux d'intérêt. Donc, même avec un équilibre budgétaire, à partir du moment où vous auriez un taux d'intérêt supérieur au taux de croissance, vous pouvez avoir dégradation du taux d'endettement. Et l'exemple flagrant, encore une fois, était la Grèce, qui avait perdu un quart de son PIB en quelques années. Et donc, même si les taux n'étaient pas trop élevés, malgré les restructurations, malgré les excédents primaires, le ratio dette sur PIB augmente. Donc, il faut regarder cet écart entre taux de croissance et taux d'intérêt. Deuxième point, donc, c'est le coût de financement de cette dette qui est un élément essentiel de la solvabilité des États. Et quand on regarde, malgré l'augmentation des dettes publiques, les coûts en termes d'intérêts versés a beaucoup diminué depuis 2007. Pour l'Union européenne, à 27, entre 2007 et 2019, le montant des intérêts payés a baissé de 80 milliards, alors que je vous rappelle, le taux d'endettement a augmenté de 20 points. Pour la zone euro, elle seule, donc 70 milliards, et pour la France, une quinzaine de milliards. Bon. Donc tout ceci, en partie grâce à la baisse des taux. Bon. On a une amélioration de la solvabilité. Dernier point, on s'aperçoit que les crises de dette souveraine sont souvent déclenchées par des investisseurs non résidents qui sont plus réactifs, qui surréagissent plus facilement. C'est un des arguments avancés pour expliquer que le Japon, malgré son taux d'endettement élevé, n'ait pas eu une telle crise sur ces dernières années.
Alors, la détention accrue des dettes publiques par les banques centrales va certainement contribuer à réduire cette probabilité d'une nouvelle crise de dette souveraine en zone euro. En Afrique, c'est sûrement une autre histoire avec la dépendance extérieure, mais je pense que quelqu'un nous en parlera. Enfin, pour conclure, c'est le moment ou jamais pour les États d'investir massivement dans les principaux domaines cruciaux pour l'avenir. Pardon. L'éducation, le climat, la santé, des secteurs j'ai un problème de ligne, essentiels à la croissance économique potentielle future. Voilà, merci à Catherine Loboshinski. Je donne la parole maintenant à Lorenzo Benismag qui nous regarde en visioconférence. Je rappelle que chaque intervenant, il a à peu près à disposition 6 minutes pour cette première intervention. Voilà, Monsieur Benismag. Très bien, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être compléter la présentation de Catherine avec une dimension en plus de l'analyse qui a été faite en ajoutant au flux, c'est-à-dire à l'endettement et au taux d'intérêt et à la croissance dont elle a parlé, une dimension de stock, c'est-à-dire la quantité absolue de dette. Et si l'on regarde de l'autre côté de la dette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui détient une dette, il n'y a pas seulement celui qui s'endette, mais il y a le créancier. Et le créancier considère que cet instrument de dette qu'il détient, public ou privé, c'est une façon d'investir sa richesse. Donc ce qui est la dette pour quelqu'un est de la richesse pour quelqu'un d'autre. Et si on considère que l'équilibre entre demande de dette et offre de dette se rétablit à un taux d'intérêt aussi faible, c'est peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de dette. Et c'est un peu le paradoxe que nous vivons depuis certaines années. La richesse mondiale a augmenté. Je dirais qu'il y a deux facteurs fondamentaux. Le premier, c'est que la richesse mondiale a augmenté parce que le taux d'épargne dans le monde entier porte les personnes et les entreprises, qui est quelque chose de nouveau par rapport au passé, à mettre de côté de l'argent et avec cet argent l'investir quelque part. Et deuxièmement, une préférence pour la liquidité, je dirais, une préférence pour des instruments safe, on dirait en anglais, des instruments qui ne sont pas trop risqués. Et donc, cette augmentation de richesse par rapport aux produits que chaque année, chaque pays produit, et même chose au niveau global, en fait, crée une demande d'actifs financiers peu risqués. Et cette demande qui a augmenté dans le monde entier, et ces actifs peu risqués, au fond, c'est des titres d'État américains, japonais et européens. Et cet excès d'épargne au niveau mondial porte à des taux d'intérêt très faibles. Et au contraire, les actifs plus risqués restent avec des taux d'intérêt plus instables, disons. Et nous, la conséquence est que, à mon avis, nous allons rester dans cette situation pendant une période assez longue, tant que cette propension à l'épargne va rester élevée dans le monde entier. Et elle va rester élevée parce que nous allons avoir une période dans laquelle la population, et pour préparer le vieillissement de la population, l'épargne est un instrument fondamental, surtout dans des sociétés qui n'ont pas des systèmes de welfare développés. Donc, le paradoxe, c'est que nous avons vu une augmentation de la dette partout, mais en même temps des taux d'intérêt très bas, ce qui veut dire qu'il y a une demande de dette en général. Alors, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, disons, et évidemment, le risque, c'est que la mauvaise dette, à un certain moment, personne n'en veut plus, les taux d'intérêt montent et il y a une crise économique. Et c'est pour ça que les banques centrales, enfin, achètent soit de la bonne, soit de la mauvaise dette, parce qu'elles ne peuvent pas
vraiment sélectionnés et offrent de la liquidité aux épargnants, ce qui fait que nous vivons dans une situation où il y a plein de dépôts. Et les banques, peut-être qui me suivra pourra dire son opinion, mais les banques sont pleines de dépôts. Il y a quelques années, ça aurait été quelque chose, les banques cherchaient des dépôts pour financer à un coût faible les prêts qu'elles faisaient. Aujourd'hui, si vous avez un gros client qui vient dans votre banque vous offrir des dépôts, vous lui disiez, écoutez, elle est ailleurs, parce que les dépôts coûtent. Donc nous avons une liquidité au niveau global qui est extraordinaire. Nous avons un taux d'intérêt très bas et c'est la partie plus dynamique de l'économie à produire des dettes ou à produire des investissements qui sont plus rentables. Mais en fait, et nous voulons tous, en termes de politique économique, encourager plutôt les épargnants à avoir des actifs un peu plus risqués comme les actions plutôt que des obligations. Mais il n'y a pas suffisamment de création au niveau global d'actifs qui puissent permettre à l'économie d'avoir plus de croissance, donc plus d'investissement. Donc ce déséquilibre entre épargne et investissement continue à produire une accumulation de richesses qui ne trouve pas un emploi très rentable. Et donc nous allons vivre pendant très longtemps dans une période de taux d'intérêt faible qui va permettre à cette dette d'être soutenable, mais en même temps qui va créer des instabilités assez fortes parce que, évidemment, les épargnants qui ne sont pas contents d'avoir des taux d'intérêt négatifs vont essayer de chercher des investissements alternatifs plus rentables, plus risqués, mais qui, dans des moments de tension comme celle que l'on voit, ne sont plus dangereux, perdent de valeur. Les investisseurs vendent massivement ces actifs et il ne reste qu'à la Banque centrale pour acheter le risque et pour élever le risque. Donc nous allons vivre, je pense, plusieurs années dans une situation complètement différente en termes de marché financier et de volatilité très faible normalement, mais avec des changements très forts de volatilité qui créeront des problèmes de gestion d'épargne, etc., etc. Voilà, je voulais introduire dans le débat peut-être cet élément en plus pour stimuler la discussion. Merci beaucoup, M. Benizmaghi. Je passe la parole maintenant à Philippe Vidal. Peut-être il va répondre déjà un peu sur cet excès des dépôts dont Benizmaghi parlait. En fait. Non, je partage assez largement le constat. On est dans une période de faible inflation, de croissance modérée et d'un excès d'épargne qui a du mal à s'investir dans une démographie qui elle-même est, en tout cas pour les pays européens, un peu vieillissante. Donc tout ça donne dans une période où, en réponse à la crise, il y a eu aussi une injection massive de liquidités des banques centrales, comme on l'avait connu en 2008, en 2011. Là, il y a un effet d'expérience qui a beaucoup joué. Donc ça donne effectivement pour l'épargne beaucoup de dépôts. Donc c'est vrai qu'on est tenté de dire à nos clients qui ont beaucoup de dépôts à mettre sur nos comptes que les taux sont négatifs et qu'on les remettre à la Banque centrale à moins 0,50%, c'est pas génial. Donc on préfère qu'ils gardent leurs dépôts. Donc on est dans cette problématique assez paradoxale encore un certain temps. Ceci étant, ça a tout plein d'effets pervers quand même, parce que l'épargne est certes excessive, mais les clients savent pas trop où la mettre. Ils hésitent quand même à la mettre sur des produits risqués, parce qu'il faut pour cela avoir de la confiance dans l'avenir. Et du point de vue des institutions financières qui, elles, ont des actifs longs parce qu'elles prennent des engagements longs, c'est le cas des fonds de pension et autres compagnies d'assurance, on se retrouve effectivement avec des problèmes de solvabilité qui peuvent éventuellement se poser, comme on l'a vu dans la période de forte baisse des taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, les institutions financières sont solides, mais quand même. Et tout ça peut conduire à prendre un peu plus de risques et donc à aller sur des bulles en matière d'actifs. On l'a connu dans le passé. C'est pas une inquiétude que nous exprimons aujourd'hui de manière très nette, mais sur l'immobilier, sur le private equity, on a des prix objectivement assez élevés, mais à comparer avec des taux d'intérêt très 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 bas. Indirectement, et ça c'est peut-être moins visible, mais quand les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire qu'on soutient des entreprises qui ont une faible performance économique, et ça forcément au détriment d'entreprises qui sont peut-être plus actives, plus performantes, plus en logique d'investissement,
et qui se retrouvent affaiblis par cette concurrence qui est soutenue de manière un petit peu artificielle. Ceci étant, et globalement, ces risques-là vont être vraiment au second plan par rapport au risque majeur qui est aujourd'hui celui d'une économie qui est très faible et qu'il s'agit de faire repartir. Et pour cela, on peut dire que à la fois les banques centrales et les gouvernements ont pris les bonnes mesures, qui étaient de sauver l'économie et les emplois, au moins dans une période de court terme qui est devant nous, et en injectant de la trésorerie pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Donc le système bancaire en France a injecté plus de 100 milliards de prêts garantis par l'État, les prêts garantis à hauteur de 80 ou 90%, avec, donc pour ce qui concerne notre groupe, Crédit Mutuel, englobant le CIC, plus de 17 milliards et plus de 100 000 entreprises. Donc c'est un phénomène absolument massif avec des reports d'échéance. Donc voilà. Donc la trésorerie n'est pas trop le problème pour la grande majorité des entreprises, au moins à court terme. La question, c'est comment on sort d'une situation de surendettement, puisque tout à l'heure on disait que les États étaient très endettés, c'est pas forcément très grave. Ceci étant, les entreprises et les ménages sont également très endettés. Par rapport au PIB, le niveau d'endettement était en 2008 à peu près de 160%, on est passé à plus de 220%, et là ça va encore forcément monter. Donc comment on sort de cette situation-là? Il s'agit de retrouver de la croissance, et comment permettre à des entreprises qui sont déjà structurellement endettées de retrouver la croissance, c'est-à-dire de retrouver la capacité à investir, à aller de l'avant, rationaliser, etc. Et pour ça, il faut que la structure financière des entreprises soit solide. Et c'est pas parce qu'on a mis des crédits de trésorerie à court terme que pour autant on a réglé le sujet. Il faudra les rembourser. Et donc pour objectivement leur donner les moyens, il faudra injecter des fonds propres et probablement de manière assez significative. Et dans les fonds propres, c'est à la fois peut-être des vrais fonds propres, du capital, et c'est aussi des quasi-fonds propres, en tout cas de la dette suffisamment longue pour donner la visibilité. Donc là-dessus, nous y travaillons activement. Chaque banque a des outils développés. Nous, on a des outils pour le haut de bilan, avec une capacité à durer, c'est-à-dire être un partenaire de long terme pour nos entreprises. Il y a des entreprises où on est actionnaire depuis des décennies. Et en même temps, donc, dans cette activité-là, il faut quand même savoir être un petit peu sélectif. Donc, on a ce métier d'investissement en fonds propres pour 2,5 milliards de capitaux. On a aussi, et existe beaucoup sur la place des fonds de dette. Donc, on fait aussi des fonds de dette. Ce sont des dettes souvent subordonnées. Donc, là aussi, des capitaux long terme. Et à la fois, le private equity comme les fonds de dette sont destinés plutôt à la clientèle des moyennes entreprises, des ETI. Et pour les petites entreprises qui sont aussi un fonds de commerce important en matière d'emploi, là, je pense qu'il faut passer à une autre nature de financement que sont les prêts participatifs. Les prêts participatifs existent depuis longtemps en France. Ce sont des prêts subordonnés, donc qui permettent de rassurer à la fois les fournisseurs des entreprises, les créanciers, c'est-à-dire les banques court terme, les assureurs crédits éventuellement, donc des capitaux long terme, mais distribués par les réseaux bancaires, parce que finalement, ce tissu de petites entreprises, je pense que les banques sont les mieux placées pour les connaître les dirigeants et savoir les accompagner. Donc il y a aujourd'hui toute une réflexion qui est une réflexion de place avec les pouvoirs publics pour voir comment, à la rentrée, avant la fin de l'année en tout cas, être en mesure d'accompagner les entreprises sur ces fonds propres ou quasi-fonds propres, avec si possible un levier de l'État, parce que je pense que le problème, il dépasse stricto sensu les capacités des banques. Voilà. Et donc on est dans un mouvement qui va être assez fort, et je pense que là-dedans on voit des zones d'intérêt, des pointes de lumière, si je puis dire, avec donc des entreprises qui ont décidé d'investir et finalement d'être les acteurs de la reprise demain. Parce que dans ce mouvement, il y aura forcément des entreprises qui auront des difficultés, mais d'autres seront mieux armées pour sortir de la crise. Et c'est celle-là qu'il nous faut accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Vidal. Je passe maintenant la parole à Monsieur Coupeau, qui est juste ici avec nous en fait dans les studios. Allez-y. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que la situation africaine est relativement différente parce qu'on a des taux d'intérêt qui restent élevés, à 2 chiffres. Et donc, par rapport au taux de croissance, ça pose un problème, notamment pour la soutenabilité de la dette. Et du coup, je crois qu'on peut faire une analyse en 2 temps, court terme, moyen terme. Alors, à court terme, les choses sont assez simples. Il faut qu'on réponde de façon optimale
à la crise. Une crise qui nous a frappé de 4 façons. Une chute des cours des matières premières. Il faut savoir que nous avons perdu le tiers de nos recettes d'exportation. Une chute du tourisme, des recettes du tourisme. Il y a également une chute des transferts des migrants. Des pays comme le Sénégal, il faut avoir en tête que 10% de leur PIB, c'est les transferts des migrants. Et enfin, une chute de l'activité liée au confinement. Voilà. Et donc, par rapport à cela, le débat qui a lieu actuellement en Afrique, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette? Donc, c'est le débat autour du moratoire ou d'une éventuelle annulation de la dette. Parce qu'on voit que sur la partie taux d'intérêt, on ne peut pas bénéficier de l'effet mondial. Pour une raison simple, quand vous prenez un ratio comme réserve de change sur la dette extérieure, vous êtes pour la zone franc autour de 38%. Donc, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre au niveau de la dette. Parce que par rapport à des attaques spéculatives, on ne pourrait pas supporter globalement. Et donc là, vous avez 2 écoles. Il y a une école qui dit, n'oublions pas que 40% de la dette africaine, c'est auprès du privé. Il y a eu une modification de la structure de l'endettement africain. Et le privé, ce qui l'intéresse, c'est la réputation, c'est la crédibilité. Donc, quand vous vous amusez à ne pas vouloir rembourser la dette, sachant que c'est un jeu répété, ben, quand vous reviendrez demain, la prime de risque sera plus élevée. Donc, vous avez pour la première fois en Afrique des pays comme le Bénin, le Rwanda, qui ont dit explicitement « nous tenons à rembourser la dette ». Donc, nous refusons l'offre du président Macron qui dit « il faut annuler la dette africaine ». Donc, ça, c'est nouveau. Et en face, vous avez des gens qui ont plutôt un discours traditionnel qui disent « ça nous coûte quand même 45 milliards de dollars ». Le moratoire, enfin l'absence de moratoire. Donc, nous aimerions quand même, pour garder des marges de manœuvre budgétaires, avoir ce moratoire de 45 milliards de dollars. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement que du fait des canaux de transmission du secteur financier au réel qui ne sont pas très stabilisés en Afrique, le débat post-Covid se tourne vers les relations internationales, mais des relations internationales avec le privé, qui se structure à côté du public qui avait traditionnellement le Club de Paris. Sauf que le Club de Paris, qui regroupe les bailleurs traditionnels, France, Allemagne, Japon, Brésil, ben, la dette, elle est de à peu près aujourd'hui 6%. L'essentiel de la dette, c'est par rapport à la Chine, 17% de la dette africaine. Et la Chine ne fait pas partie du Club de Paris. Donc, on n'est absolument pas sûr que la Chine va jouer le jeu du moratoire et encore plus de l'annulation. Et donc, je trouve que ça, c'est très intéressant de voir comment ces émergents qui rentrent dans le jeu international modifient finalement les rapports de force. Mais ce qui me semble encore plus important, c'est le moyen terme. Et c'est là où l'économiste africain que je suis est très, très intéressé par l'idée de la transformation structurelle des économies africaines. Parce que on voit bien que les dettes africaines reviennent de façon récurrente, mais on ne se pose pas toujours la question de savoir pourquoi. En fait, c'est parce que l'espace fiscal est très restreint. Vous avez un taux de pression fiscale de 17% en moyenne en Afrique, contre plus de 30% dans le reste du monde. Et donc là, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'accroissement du rendement fiscal. Il faut que les administrations fiscales africaines soient plus performantes pour pouvoir collecter l'impôt. Et ensuite, qu'on peut qualifier d'élargissement de l'espace fiscal, c'est-à-dire la capacité à élargir la base productive africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous exportons nos matières premières sans aucune transformation. Or, c'est dans la transformation que vous créez les emplois font les revenus font les impôts, et les impôts font des États stratèges, des États solides et des États capables de financer leurs dépenses publiques. Et donc là, on voit qu'à la faveur de cette crise, se mettent en place les leviers de l'émergence africaine, fondés
sur la capacité à produire, à créer de la richesse et à faire petit à petit un état social. Donc, à partir de la question du taux d'intérêt, on voit que c'est un peu le fil et la pelote. Et la pelote me semble être très, très importante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Noboko. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Chadha, qui est en visioconférence, en fait, qui nous est en connexion de l'Angleterre. Allez-y. Oui, merci Leonardo. Ça m'a fait très plaisir de vous écouter tous. Une description excellente des questions auxquelles nous sommes confrontés. Merci de nous autoriser à parler. J'aurais bien voulu être avec vous. Bien sûr, c'est dommage que je ne sois pas avec vous et je suis très heureux de parler avec vous en excellente compagnie, avec des experts de renom. Alors, la question des taux d'intérêt qui sont faibles dans le monde, je pense qu'il faut prendre en considération aussi l'intégration des économies dans d'autres parties du monde. Et il faut prendre en considération le monde d'échange international. Par le passé, il y avait des pays qui croissaient à grande vitesse, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et beaucoup de pays de l'Asie de l'Est. Et ces pays se sont imposés à l'époque, notamment sur la structure économique du monde. Et c'est vrai que ces pays sont des pays qui économisent beaucoup, qui épargnent beaucoup par rapport aux économies avancées ou par rapport aux économies occidentales. Donc, dans le cadre de leur processus de croissance, elles ont pu utiliser leurs épargnes sur les marchés des capitaux. Donc, il y a eu deux effets directs. Alors, ces pays se sont industrialisés et en fait, ils ont augmenté leur processus de productivité. Ils ont produit des biens et des services à un prix beaucoup moins élevé que les autres pays occidentaux. Et cela a eu un impact sur les salaires et cela a eu un impact sur les biens et les services. On a vu que des biens étaient meilleurs marché que ce n'était le cas il y a quelques années, il y a 20-25 ans. C'est une bonne chose. Donc, en fait, ils ont fait les choses de façon beaucoup plus efficace. Donc, nous avons des biens qui sont meilleurs marché et des consommateurs qui, en fait, sont plus riches en Occident. Mais comme ces pays épargnent plutôt que dépenser l'argent sur la construction des infrastructures ou le développement de leur société, comme c'est le cas en Occident, et comme l'a dit l'orateur précédent, le développement de l'État-providence en Europe, nous savons que ces épargnes ont été recyclés dans le système financier vers l'Occident et ils ont été recyclés à un taux d'intérêt très bas. Et donc, lorsqu'on voit que les taux d'intérêt sont bas, on veut qu'ils soient encore plus bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la dette. Donc, les économies occidentales ont endossé des dettes. Pour le Royaume-Uni, il y a 100% du PIB qui se caractérise par des dettes dans toutes ces catégories. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons connu une crise financière. Recycler des morceaux de capitaux des capitaux qui ne peuvent pas être absorbés en fait par les économies. Donc, la crise financière a pu être réglée grâce au ministère des Finances et grâce aux banques centrales. Cela a permis d'éviter une dépression à long terme. Mais c'est vrai que pendant cette période, il y avait des taux d'intérêt bas pour que les économies, en fait, aient pu se reprendre. Donc, je pense que si les banques n'avaient pas été sauvées en 2009, je pense que les effets auraient été délétères à long terme. Donc, en fait, l'objectif a été de réduire les taux d'intérêt et c'est vrai que les taux d'intérêt ont été bas pendant très longtemps. Il y a d'autres pressions aussi à prendre en considération en ce qui concerne les raisons réglementaires lorsqu'il s'agit d'avoir de la dette pour les gouvernements. Cela a mis de la pression sur les taux d'intérêt à long terme. Par ailleurs, il y a une pénurie d'actifs. Et c'est vrai que les gens continuent à acheter de la dette gouvernementale, de la dette publique. Alors, je ne serais... En fait,
on se dit qu'au Royaume-Uni, on n'a pas intégré la circulation du capital dans nos économies. En fait, ce que l'on a fait, c'est absorber beaucoup d'aides. Et en fait, on se trouve dans une situation où les taux d'intérêt sont bas. Et donc, le secteur financier est dans un dilemme avec des taux d'intérêt bas. Est-ce qu'il est possible de réallouer du capital vers des entreprises productives et avoir la prospérité que nous souhaitons? Est-ce que le capital va rester vers ceux qui ont utilisé des taux d'intérêt marginal et en fait qui n'ont pas pu investir là où ils pouvaient parce qu'il y avait un endettement élevé? Et si le secteur public et les banques ne peuvent pas faire cela, est-ce que l'on doit se retourner vers l'État? En fait, dans le secteur privé, personne ne peut réduire la prospérité accrue en recyclant le capital vers les sociétés productives parce que les États sont élevés. Donc l'État devra emprunter, augmenter les investissements dans les infrastructures et pourra se pencher sur les entreprises pour investir. Donc l'État peut prendre en considération les échecs du marché, mais l'État n'est pas très bon lorsqu'il s'agit de se concentrer sur certains aspects industriels. Et je pense qu'il faut prendre en considération le système d'intermédiation financière. Il faut savoir comment nous allons sortir de cette situation risquée pour les économies avancées du monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chadha. Et ces premiers tours de table, ça sera M. Klein à les conclure. Il est en connexion téléphonique avec nous. Ravi d'être avec vous tous. Je vais tout d'abord dire que j'interviens comme directeur général de la BRED, mais aussi comme professeur de macroéconomie financière et professeur de politique monétaire à HEC, ce qui justifiera une partie de mon discours. Voilà. Alors rapidement, je voudrais simplement dire que le titre de notre panel, n'est-ce pas, est des taux d'intérêt bas pour préserver une économie endettée. Et ma réponse, que je vais articuler un peu après plus attentivement, sera oui, mais attention à la fuite en avant permanente qui pourrait très mal se terminer. Alors pour commencer, je dirais que lorsqu'une crise économique et financière est très grave et que les taux d'intérêt courts sont déjà proches de zéro et qu'on a une situation de surendettement, alors les banques centrales agissent dorénavant en mettant des taux d'intérêt négatifs de temps en temps, en tout cas en Europe et ailleurs, si ce n'est pas encore aux États-Unis, et ont toutes utiliser des QI, des quantitative easing, et tout cela pour contrôler les taux long terme et même contrôler les spreads des dettes. Ça joue naturellement sur la demande favorablement et sur la valeur des actifs patrimoniaux, ce qui à son tour soutient bien sûr la demande également. Donc la politique monétaire, y compris la politique monétaire non conventionnelle, a pour objet, entre autres, d'abaisser les taux d'intérêt nominaux en dessous du taux de croissance nominal, ce qui aide à relancer l'économie clairement, ce qui rend aussi la dette plus facile à rembourser quand on était, comme je disais tout à l'heure, dans une situation de surendettement préalable. Donc le désendettement est beaucoup plus aisé, bien sûr, quand on a un taux d'intérêt nominal inférieur au taux de croissance nominal. Alors quel est éventuellement le danger? C'est que on rentre dans une série de problèmes importants quand l'utilisation de la politique monétaire devient asymétrique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que quand on a de fortes crises, comme je viens de le dire, on abaisse les taux court terme, ça c'est la politique usuelle des banques centrales, on abaisse les taux long terme et on abaisse même les spreads, c'est-à-dire les primes de risque, et ça c'est les nouvelles politiques monétaires non conventionnelles. Mais, et c'est très bien, il faut savoir le faire, et c'est très bien que les banques centrales soient passées à ce type de politique-là. Mais on a une asymétrie en réalité, parce que quand on a la croissance de retour, comme on l'a eu à partir de 2016-2017 par exemple, en zone euro, souvent on n'a pas d'augmentation des taux d'intérêt, ou trop peu, on en a eu un peu aux États-Unis, et on n'a pas ou trop peu de diminution du QI, c'est-à-dire de la quantité de monnaie banque centrale. La raison affichée a souvent été dans la zone euro que l'inflation était trop basse, mais en réalité la question c'est n'est-elle pas structurellement très basse et est-ce qu'une politique monétaire peut la remonter? Et si elle ne peut pas le faire, évidemment c'est très dangereux de vouloir le faire
parce que ça fait prolonger des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance bien trop longtemps. Ce qui induit naturellement ce que l'on appelle par ailleurs des taux d'intérêt trop bas trop longtemps, c'est-à-dire too low for too long, pardon. Et ceci a pour effet, quand on maintient ces taux d'intérêt en dessous du taux de croissance trop longtemps, quand on n'en a pas plus besoin, ça induit à nouveau des retours du cycle financier, c'est-à-dire un endettement qui monte plus vite que la croissance économique et qui reproduit du coup des surendettements, et ça produit des bulles avec un effet boucle naturellement, parce que l'endettement sert aussi à acheter des actifs patrimoniaux, actions et immobiliers, et ce qui nourrit les bulles et ce qui nourrit aussi la possibilité de s'endetter encore davantage. Du coup, on augmente la vulnérabilité financière de l'ensemble de l'économie et des économies, avec des risques incorporés dans les bilans qui augmentent de plus en plus de façon très dangereuse. Premièrement, pour les investisseurs ou pour les épargnants, les investisseurs financiers j'entends, ou pour les épargnants, ils cherchent à tout prix un peu de rendement, et les primes de risque étant anormalement basses, ils vont chercher de plus en plus à prendre du risque pour avoir un petit peu de rendement, et ceci va contribuer à comprimer les primes de risque de façon tout à fait anormale et évidemment dangereuse, parce que lorsque ça éclatera, tout simplement, les primes de risque n'auront pas couvert les coûts du risque. Et puis, ça rend les actifs vulnérables, bien évidemment, c'est-à-dire les actifs des épargnants ou l'actif des investisseurs financiers qui travaillent pour les épargnants, les fonds de pension, les assureurs, etc. Et les fonds de placement, bien évidemment, ont des actifs très vulnérables. Donc, deuxièmement, du côté des emprunteurs, les emprunteurs empruntent aussi trop dans ces conditions-là, et les passifs deviennent eux-mêmes vulnérables. Ils sont vulnérables à une baisse des cash flows, à un ralentissement de la croissance, ou tout simplement à une remontée des taux d'intérêt. Troisièmement, dans la vulnérabilité financière et l'inefficacité économique induite, cela a été dit tout à l'heure, mais on a des entreprises zombies de plus en plus nombreuses, c'est-à-dire d'entreprises qui ne devraient pas subsister, mais qui subsistent quand même, alors même qu'elles ne sont pas rentables structurellement et qu'elles feraient faillite avec des taux d'intérêt normaux. Ce qui contribue naturellement à moins d'efficacité de l'économie et en réalité à moins de gains de productivité. Donc on a une situation à ce moment-là malsaine à long terme, car les taux longs très bas tout le temps, c'est pas bon. Une asymétrie de la réaction de la politique monétaire peut conduire à une succession de crises financières et à une montée de l'instabilité financière et une perte lente d'efficacité de l'économie, comme je le disais, avec une baisse des gains de productivité. C'était la situation pré-Covid. C'est pour ça qu'avec le Covid, qui a produit une chute de la production vertigineuse et des chutes de revenus et des chutes de cash flow naturellement pour les entreprises, la situation financière a tourné catastrophiquement au tout début, et parce que la situation préalable était déjà très vulnérable. Il y a eu d'excellentes réponses des banques centrales. Et attends, la crise financière entraînée par le Covid, au tout début, fin mars, était supérieure à celle de 2008-2009, avec une volatilité des actions pire, deux fois plus grande, des spreads qui sont écartés violemment, une liquidité, notamment des fonds de placement, qui a été problématique. Heureusement, les banques centrales ont répondu extrêmement vite. Elles ont baissé leurs taux lorsque c'est encore possible aux États-Unis, pas vraiment du côté BCE parce qu'ils étaient déjà négatifs, et puis, ils l'ont fait peu mais partiellement, et puis naturellement sont mises à acheter des dettes publiques et privées, et même du high yield, et parfois même des actions. Et puis elles ont fait des mesures de réglage macroprudentiel. Tout ça a permis de soulager tout de suite, en 15 jours, un peu plus de 15 jours, une situation financière catastrophique due à une économie qui plongeait totalement. Mais la question, et j'en finirai par là, c'est évidemment quand sera-t-il, quand il sera temps d'en sortir. Alors vous me direz que je mets les charrues avant les bœufs, parce que maintenant la question c'est de sortir d'une crise économique qui est très profonde. Malgré tout, il faut quand même réfléchir à la sortie, puisqu'on est en train de parler de taux d'intérêt, à la sortie, c'est-à-dire dans 18-24 mois, j'espère, comment pourra-t-on sortir progressivement de cette situation? D'abord, il faudra sortir très doucement. Mais la situation sera problématique parce qu'à l'issue de la crise, on a un surendettement, comme cela a été très bien dit tout à l'heure, des entreprises, notamment parce qu'elles ont dû financer leurs pertes, tout simplement, et qu'on leur a permis, heureusement, pour qu'elles ne disparaissent pas, et un surendettement des États, et ceci sera très répandu partout.
Et puis, on aura des bulles, et on les a déjà, sur les actifs patrimoniaux qui sont en train de gonfler fortement, aussi bien sur l'immobilier que sur les actions, comme cela a été dit également. Si on remonte les taux par retrait progressif des QI, et si on fait la fin des taux d'intérêt négatifs, ça peut avoir potentiellement un effet désastreux sur l'insolvabilité privée et publique et naturellement un risque de krach sur les marchés des actifs patrimoniaux qui renforcerait l'insolvabilité générale. Donc, et si l'inflation revenait à terme, dans 2-3 ans, alors évidemment ça serait très très problématique et ça poserait des questions très compliquées aux banques centrales. D'où entre autres, me semble-t-il, à côté des politiques de banque centrale qui doivent déjà réfléchir à la sortie de ces politiques extrêmement accompagnantes, il y a une nécessité de politiques budgétaires soutenables à moyen terme, pas rapidement, il ne faut surtout pas provoquer d'austérité pendant les prochaines années, mais à moyen terme, il faut construire une trajectoire de politique budgétaire soutenable avec des investissements de croissance et puis naturellement des réformes structurelles qui seront nécessaires pour soutenir et augmenter le potentiel de croissance de chaque économie, car c'est la meilleure façon de sortir de l'endettement, du surendettement. Enfin, il faudra des politiques, ça a été dit, donc je ne vais pas dire davantage, mais favorisant le capital des entreprises, et je partage tout à fait ce qui a été dit naturellement par Philippe Vidal, c'est-à-dire beaucoup plus d'investissements en fonds propres et des prêts participatifs, par exemple. Mais il faudra les aider un peu pour les développer, car l'épargne des Français ne va pas très naturellement vers cela, donc il faut aussi l'inciter. En conclusion définitive, cette fois-ci, je dirais que pour les banques centrales, il faut nécessairement, pour qu'on ne tombe pas dans des crises de plus en plus fortes, violentes et peut-être terriblement dangereuses à l'avenir, faire attention d'une part, comme on le dit depuis longtemps, à la fiscal dominance, et il y a un enjeu sur la fiscal dominance en ce moment, mais aussi, je dirais, à la financial market dominance, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dominée non plus par les marchés financiers. Parfois, on a peur, on a l'impression que les banques centrales peuvent avoir peur de la réaction des marchés financiers, alors même que ceux-ci demandent toujours plus d'injections de façon un peu droguée pour pouvoir se soutenir. Ça peut faire peur que les banques centrales puissent éventuellement rentrer dans ce genre de dominance-là. Or, c'est fondamental parce que plus de crédibilité... Voilà. Voilà, donc merci beaucoup, hein, M. Klein. Catherine Lubushinski, vous avez fait un excursus un peu historique aussi avant. La situation après 2007-2008, la situation maintenant, une situation similaire avec des taux très bas, un endettement qui court. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu plus ou moins de risques maintenant qu'à cette époque-là? Surtout pour la soutenabilité et la dette publique dont vous avez parlé. La même question, je voudrais la poser à Binis Magui, qui était quand même un protagoniste, et aussi aujourd'hui, mais aussi à cette époque comme membre du board de la BCE. Alors, on peut déjà dire que la différence essentielle entre les deux crises, c'est que la crise de 2007, c'était une crise financière qui a eu un impact économique, tandis que là, c'est une crise sanitaire qui a un impact économique et qui peut avoir un impact financier. C'est ça. Et c'est ce qu'on veut éviter. Sauf que la situation des institutions financières n'est pas du tout la même grâce à la réglementation qui a évolué. On a renforcé par exemple les fonds propres des banques et donc elles peuvent plus faire face à une augmentation des taux de défaut des entreprises qui empruntent. Donc la situation n'est pas tout à fait la même, sauf que là par contre les moyens mis en œuvre par les États sont beaucoup plus importants sur une période beaucoup plus courte. C'est ça la grande différence. C'était plus vite peut-être. Voilà, c'était plus rapide. C'est plus rapide et je pense qu'il est très important pour les États donc de bien cibler les dépenses, vraiment faire un effort en termes d'efficacité de la dépense budgétaire et surtout profiter de cette lucarne avec des taux extraordinairement faibles qui effectivement ne doivent pas rester à taux zéro pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut profiter de cette période pour allonger, par exemple, la durée moyenne de la dette publique. Et c'est étonnant parce qu'en France, entre 2007 et
Et puis maintenant, il y a qu'un an de plus dans la durée moyenne de la dette publique, qui est passée de 7 ans à peu près à 8 ans, mettons, en gros. Pour les États-Unis, la progression est encore plus faible. Alors, en même temps, hein, expression à la mode, en même temps, on entend des voix qui proposent aux États d'émettre des obligations perpétuelles, mais ça, c'est toujours la grande blague que je fais aux étudiants, des obligations perpétuelles à coupon zéro, si vous trouvez des investisseurs, prévenez-moi. Mais c'est Binismag, vous voulez intervenir sur ces sujets. Est-ce que vous avez plus peur aujourd'hui que l'autre fois, en fait? Et est-ce que vous pensez, à la limite, Catherine disait justement que cette fois la réaction était plus rapide. Est-ce qu'on a appris quelque chose par rapport à l'autre expérience? Oui, certainement. Par exemple, le système bancaire est maintenant une partie de la solution plutôt que le facteur principal qui a déclenché la crise en 2008, surtout aux États-Unis. Donc nous avons un système bancaire, du moins, plus équilibré. Le problème en Europe, c'est peut-être nous n'avons pas un marché des capitaux suffisamment développé pour essayer d'aider les entreprises à avoir un accès au capital de risque qui est ce dont on a besoin pour avoir une croissance plus équilibrée. Je crois que le problème fondamental qui n'a pas changé durant ces 10 années, c'est que la solution de tout ça n'est pas une solution monétaire. Mais la politique monétaire intervient là où les autres politiques ne sont pas actives, ou n'arrivent pas, pour des raisons politiques en particulier, à trouver la solution. Et je prends un exemple provocateur, peut-être, politiquement incorrect. Je vous parlais avant de l'augmentation de l'épargne, qui en partie est due au vieillissement de la population. Et en partie est due au fait que nous vivons plus longtemps, mais l'âge de la retraite n'a pas changé. Donc, si nous avons une période plus longue à la retraite, et nos contributions ne changent pas, ou nous réduisons la retraite, ou bien, comme solution, nous allongeons ou nous renvoyons l'âge de la retraite. Si ceci n'est pas fait, la tendance sera d'augmenter l'épargne. Et l'augmentation de l'épargne comporte une réduction des taux d'intérêt, et cette épargne, en quoi il va se porter? Ben, quand on est près de l'âge de la retraite, on veut une épargne peu risquée, une obligation d'État. Et c'est pour ça que les titres d'État, les obligations d'État, ont un rendement négatif. Il y a trop de demandes de titres peu risqués. Alors, si on veut corriger ça, évidemment, pousser vers plus de risques, plus d'investissements, il faudrait prendre des mesures fortes, fiscales, mais aussi en termes d'âge de retraite. Mais on voit bien que ce n'est pas politiquement très faisable. Donc, il faudrait faire des changements structurels. Vous parliez tout à l'heure des changements structurels en Afrique, mais en Europe, il y en a besoin aussi, de très forts, pour rendre le système économique plus résilient, plus adapté à une population âgée. Mais c'est l'incapacité politique de le faire qui laisse à la politique monétaire le soin de gérer tout ça. Et évidemment, ça permet de gagner du temps, mais pas d'éviter des instabilités qui, tôt ou tard, vont arriver. Merci. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent aussi de personnes qui sont en train de nous écouter. Il y en a une que je pense est adaptée à Philippe Vidal, avec des taux bas durables. Quel avenir pour les banques alors que les coûts du risque vont augmenter très fortement à cause de la crise? Vont-elles être assez résistantes? Faut-il réinventer les modèles? Je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, les banques ont une solidité en 2020 qui n'a rien à voir avec celle de 2008. Donc les fonds propres ont été à peu près multipliés par 2. Donc la solidité du système n'a rien à voir, donc elles fonctionneront. Évidemment, c'est moins facile de gagner de l'argent sur l'intermédiation quand les taux d'intérêt sont bas ou négatifs.
Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un petit peu l'anecdote, mais c'est vrai qu'on a des dépôts et les dépôts, on les met à perte auprès de la Banque centrale. Donc, et c'est difficile d'avoir des marges très élevées sur les crédits dans une période où l'argent est très abondant. Voilà. Ceci étant, le modèle des banques a évolué déjà, et en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est un modèle de diversification des revenus qui est absolument nécessaire. Et donc, on est plus une entreprise de service. Et on est toujours une banque, mais on n'est pas qu'une banque, on est aussi un assureur et on vend des tas de services. Et vous avez peut-être vu qu'on a passé un accord avec Bouygues Télécom pour continuer à développer ce que l'on fait depuis 15 ans, la vente de téléphone pour nos clients dans les réseaux. Donc on fait vraiment de tout. Et c'est ce modèle de diversification qui, pour nous, est un petit peu la clé de revenus supplémentaires pour essayer d'avoir comme ça une exploitation qui restera bénéficiaire au service de sociétaires et de clients qui ont toujours un intérêt fort à rester conseillés par nos équipes. Donc le modèle est déjà en train de changer. Finalement, ce que la crise révèle, c'est que non pas il y a un changement d'orientation radicale, mais par contre, comme on est vraiment sur des taux d'intérêt très très bas et probablement très longtemps pour les raisons qui ont été évoquées, là vraiment il faut plutôt aller un peu plus vite dans ce mouvement de réorganisation de nos équipes. Et donc on a bien vu que le numérique a pris une place absolument considérable, à la fois pour les achats, mais aussi pour les relations avec les clients. Donc ce que l'on voyait un petit peu devient une évidence et va changer naturellement la nature des relations, l'efficacité, la productivité de nos réseaux. Et l'augmentation des commissions à la place des écarts de taux. Et essayer de valoriser un vrai service, un vrai conseil. Et les clients font aujourd'hui de plus en plus par eux-mêmes directement les opérations de base. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ça s'est plutôt encore accéléré avec ce mouvement de confinement qu'on a connu, qui est absolument incroyable, où nos avions sont restés ouverts tout en étant à rideau fermé, et où les équipes ont fait, je vous ai dit tout à l'heure, plus de 100 000 crédits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, 100 000 crédits, tout en étant, pour la plupart, dans un travail à domicile. Voilà. Et donc, à l'écoute des clients. Donc, on peut être à l'écoute des clients, être loin des clients. Alors, pour des raisons de sécurité, on n'utilise pas Zoom et un certain nombre de choses comme ça. Mais voilà, on a quand même des modalités de fonctionnement qui ont pu être réinventées. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant, votre intervention, parce que ça nous projette aussi dans un contexte de taux d'intérêt élevé, en fait, différent. Vous avez parlé de la Chine, du rôle de la Chine comme emprunteur, qui est quand même une variable, si j'ai compris, bien importante. Est-ce que vous pouvez vous souligner un peu plus, en fait, ces points? Oui, ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle, et c'est très intéressant, c'est qu'on a quatre défis qui s'additionnent. Le défi démographique, qui me paraît fondamental. On a une population qui double tous les 25 ans et avec 40% qui ont moins de 15 ans. Donc, vous imaginez la demande de cette population en termes d'éducation, de santé, de formation, d'emploi. On a le défi écologique. On voit que c'est un défi qui est mondial. On a le défi sécuritaire et puis on a surtout le défi des inégalités. Et donc, par rapport aux interventions précédentes, on voit bien que peut se mettre en place une nouvelle politique de coopération, c'est-à-dire en termes de recyclage de l'épargne. On voit qu'il y a une épargne excessive au nord et il y a un besoin d'investissement très fort au sud, en particulier en Afrique. Alors, sur les grands investissements, l'Occident n'a pas voulu jouer le jeu. Il a laissé un angle mort. Et c'est l'Asie, en particulier la Chine, qui a récupéré tout le volet des infrastructures. Après, le problème, c'est que les endettements vis-à-vis de la Chine ne se sont pas faits à des taux concessionnels, c'est-à-dire à des taux d'intérêt inférieurs au taux du marché, avec un élément d'au moins 35%. Ah ouais. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on s'est endetté à des taux commerciaux. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, au-delà des négociations de court terme, avec le Club de Paris, puisque la Chine n'est pas membre du club, mais observateur au Club de Paris, l'enjeu, c'est le développement financier de l'Afrique. Comment on peut créer un espace financier inclusif, performant, qui va permettre de recycler l'épargne.
et réduire la volatilité des capitaux parce qu'on perd 50 milliards de dollars chaque année en termes de fuite de capitaux. Et donc, on voit que derrière le problème chinois, ce qui va se jouer dans les 50 prochaines années, c'est la capacité du monde à accompagner l'Afrique dans la transformation structurelle de ses économies, sachant qu'on va être 2 milliards en 2050. Et donc, le développement de l'Afrique va être hyper important pour la stabilité de la planète. Oui. Merci. Alors, je voudrais aussi poser une question à Jagjit Chadha qui nous suit de l'Angleterre. Vous avez terminé votre intervention en appelant, si j'ai bien compris, à un rôle même plus important des États, un État investisseur en fait, même par rapport aux emprunts de la banque. Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer mieux ça, qui était vraiment à la fin de votre intervention? Thank you, Leonardo. Yes, you've actually honed. Oui, vous avez tout à fait parfaitement compris ce que je voulais dire, si j'ai quelques minutes. Premièrement, il faut cesser de traiter les banques centrales comme les seuls acteurs. Les banques centrales peuvent créer de l'espace sur les marchés financiers et de la stabilité sur les marchés financiers. Mais le dynamisme des économies, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire de la façon dont les États fournissent les biens publics, l'éducation, les infrastructures, le très haut début, la numérisation, la défense, etc. Mais il y a une chose que nous n'avons pas fait correctement dans la période d'après la crise financière, c'est de définir le rôle exact de l'État par rapport au secteur privé. Du fait du faible niveau des taux d'intérêt qui va persister un certain temps, je ne suis pas préoccupé dans l'immédiat pour le niveau de la dette publique. Actuellement, le niveau, la moyenne de la durée des dettes est de 15 ans au Royaume-Uni. Donc, en fait, ça n'est pas vraiment un problème, même si la dette est plus de 100% du PIB au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Mais maintenant, il incombe aux politiques de définir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils devrait faire et que le secteur privé ne peut pas faire. Ce que cela signifie pour le niveau de la dette publique et à terme, quelle sorte de réforme fiscale on verra au Royaume-Uni. Nous avons eu beaucoup de guerres au 19e siècle, puis la Première Guerre, la Deuxième Guerre, où le niveau de l'État a augmenté en taille et le niveau des impôts a été augmenté pour remplir les besoins sous-jacents du gouvernement. Bon, nous, on n'a pas besoin de faire ça actuellement. Les taux d'intérêt sont faibles, donc c'est une fenêtre d'opportunité pour les États de décider ce qu'ils veulent faire. Mais il faut bien être clair, l'État ne doit pas tout faire. Nous avons toujours besoin d'intermédiation financière pour être plus discriminant, de façon à ce que les idées productives, vraiment productives, voient le jour. Il n'est pas certain qu'il y ait une bonne analyse au Royaume-Uni pour le développement. Je ne suis pas tout à fait convaincue que c'est la bonne approche, mais c'est une discussion sérieuse qui a lieu en ce moment. Maintenant, pour la zone euro, dans la mesure où un pays n'a pas de politique monétaire indépendante, comme le Royaume-Uni a la chance d'en avoir une, il y aura toujours moins de marge de manœuvre pour la politique budgétaire. La Banque centrale européenne n'est pas forcément très adaptée pour un pays individuellement. Et il y aura toujours la possibilité pour la politique budgétaire de faire cet ajustement. Et donc, nous avons une chance. Cette situation de taux faible nous procure cette chance, mais il faut beaucoup réfléchir. Toutes les économies avancées doivent avoir ce débat qui est très très important. J'espère que ça répond à vos questions. Je voulais aussi poser une question à M. Klein. Vous avez parlé de la possibilité du risque de bulle. Dans quel secteur ça peut se concrétiser, ces risques? Je vous demande d'être synthétique cette fois, vraiment peu de minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps encore à disposition pour notre session. Oui, pas de problème. Les bulles, elles se font sur les actifs patrimoniaux, donc on en a, à mon avis,
pas mal de gens le partagent aujourd'hui sur les actions, pas sur tous les secteurs sur les actions, mais sur les actions. Et puis l'immobilier, comme ça a été cité aussi par quelqu'un d'autre, commence à développer des prix qui sont chers dans pas mal d'endroits, pas partout bien évidemment. Donc les bulles sont là. Et puis par ailleurs, les primes de risque sont très insuffisantes pour couvrir le coût du risque à nouveau sur les dettes. Et c'est une bulle aussi. Voilà. Alors, il y a aussi une question que peut-être on peut adresser à M. Binismag, vu son expérience à la BCE. C'est une question qui arrive d'une personne qui est en train de nous écouter. Quels sont les risques d'un prolongement des faibles taux d'intérêt sur la valeur de l'euro dans l'union monétaire? Mais, vous savez, au fond, les mots... The important currencies are the euro, the dollar, the yen, and all of them have fairly low interest rates. I believe that investors mostly look at the medium-term growth of economies and debt sustainability. If in the short term, as was said by others, Olivier in particular, these low interests, if these interventions serve to stimulate the economy and provide new growth perspective, the euro is going to remain a solid currency. Interestingly, in the past 4 or 5 years, the exchange rate between the dollar and the euro has remained fairly stable, which wasn't the case after the previous case. So I believe that monetary policies are fairly well aligned. The difference will come from medium-term elements, structural element that would determine the difference in growth between the EU, the US, Japan, and emergence. Many very interesting questions from listeners. Another one, maybe for you, Philippe. Dismantling monopolies would help create more assets, financial assets, and allow for productivity gains. What do you think of that? I don't know what monopolies the listener is alluding to, because there are few monopolies around here. I believe monopolies were already dismantled, at least in Europe. Well, more generally, to restore efficiency of financial investment, that's the question. That's the problem for you, banker. You have to low interest rates. Well, yes. But the problem is that there's a lack of real projects. I mean, the reason we cannot reward money sufficiently is that we are not finding the right projects. I mean, of course, there's Africa, but we have to be prudent in the way we make our decisions. But I believe that there's a lot to be done in infrastructures, in renewable energy. There are many possible projects. Energy is a field where the former monopolies, or oligopolies rather, are being challenged. So this is a field where there are ideas, there are projects, and supporting them is great, and it is fascinating. And for that, we need equity. So this is an area where money can be invested in a relevant and effective way. We really believe in it. That overall, we believe that in infrastructure, there's a lot to be done. And we're talking about fields where, with new technologies, we have much less room for monopolies than in the past. Well, we have the GAFA. That's a reverse example. But in terms of energy, we're going towards more decentralization. I think that we have reached the end of our session. I want to thank all the speakers. I believe that we have also developed a positive
approach on how to tackle this new crisis compared to the 2007-2008 one, and I think that's a very good thing. I want to thank all of our speakers, and I'll hand over to another session of Aix en Seine. Thank you very much.